Bienvenue sur Radio Gabon, votre émission Écosciences, qui est une plateforme de valorisation et de vulgarisation scientifique. Je suis Zéondor Victor, producteur de l'émission Écosciences, accompagné de votre traditionnelle chroniqueuse Bobo Lorraine. Bonjour. Bonjour Victor. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, et le week-end, beaucoup d'activités scientifiques ces derniers temps. Aujourd'hui, on va brièvement parler de la journée mondiale de l'eau qui a eu lieu le 22 mars dernier. Et là, nous partons du côté de l'Université des sciences techniques de Massoukou, qui a organisé en collaboration avec un ministère, donc le ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Le 17 mars dernier, a organisé une journée mondiale de l'eau sous la thématique de l'eau, la femme pour l'égalité sociale et une croissance durable. Donc l'eau a vraiment été au centre du débat et ça s'est déroulé à Franceville, comme je le disais, à l'université. Alors l'eau, il faut déjà dire que nous sommes un pays tropical où il pleut beaucoup. La pluviométrie est élevée. Voilà, une pluviométrie élevée et avec beaucoup de cours d'eau dans notre territoire. Tellement. Sur notre territoire, allais-je dire. Du coup, c'est une thématique très importante pour en parler et surtout avec les grandes annonces qui ont été faites par le président de la République concernant la société d'eau et d'énergie du Gabon, en demandant de scinder ces deux entités où on aura d'un côté la production d'eau et de l'autre la production d'électricité. Alors, qu'en penses-tu déjà le fait d'aborder cette thématique en 2026? Je pense que c'est très très important. Il y a quelques semaines, on avait abordé cette question. Je ne sais pas si tu te souviens. Dans ma chronique, j'ai parlé de l'eau. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous joindre sur TikTok, sur la page Écosciences. Là-bas, on avait parlé de l'eau, son importance dans le monde et la raison pour laquelle aujourd'hui, il était important, surtout pour les pays africains et même asiatiques, de mettre de grandes politiques publiques en fait par rapport à cette ressource. Parce que rappelons qu'elle est très importante, que ce soit d'abord pour le corps humain, le sang et tout ce que l'on sait là. Et puis en même temps pour les barrages électriques par exemple. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment bien géré sur Terre. Donc je pense que c'est une thématique qui est très importante à développer. D'accord. Je pense que les experts pourront peut-être mieux en parler. C'était une information concernant la journée mondiale de l'eau qui s'est déroulée le 17 mars dernier à l'Université des sciences techniques de Massoukou. Cependant, on a beaucoup de choses quand même dans le monde de la science à aborder au cours de cette émission. On va d'abord parler d'une brillante scientifique ghanéenne. Nous rappeler peut-être son prénom. Joy Bolamini. Joy. On va parler également des logarithmes concernant votre rubrique Clin d'œil science. L'algorithme, oui, tu confonds avec la chimie. Désolé, l'algorithme. Et là aussi, c'est pour rappeler la journée nationale des mathématiques qui a eu lieu très récemment et qui est en cours aussi avec certaines organisations qui s'occupent aussi de la vulgarisation des mathématiques comme Top Science, etc. Oui, c'était le 14 mars. C'était le 14. C'était en même temps l'anniversaire de Pi. Voilà, 3,14. Effectivement, l'année dernière, on en a vraiment apporté quelques précisions sur Pi. Tu te souviens? Oui, très bien. Et donc, on va aussi parler de l'effet nocebo. Oui. Voilà, et je crois que ce seront des thématiques intéressantes que nous allons aborder au cours de l'émission. Cependant, on va commencer d'abord par notre traditionnelle biographie d'une brillante chercheure ghanéenne. Voilà. Joy Bolamini, tu as oublié. Voilà, donc à toi la parole. D'accord. Je vais commencer par une question simple. Imagine, tu prends ton téléphone lorsqu'il y a peut-être 10 ou 11 ans, quand on a commencé à réellement utiliser la reconnaissance faciale. Tu es un homme noir, tu prends le téléphone, tu te regardes le téléphone naturellement pour le déverrouiller et ton téléphone ne te reconnaît pas en fait. Parce que tu es noir, à moins de porter un masque blanc en fait. Donc c'est le constat et ensuite la solution apportée par Joy Bolamini, scientifique ghanéenne que nous allons voir tout de suite. Alors, qui est-elle? Elle est née en 1989. On ne sait pas précisément la date parce que c'est même pas mentionné sur Internet. Elle est née à Edmonton, au Canada, mais elle a grandi aux États-Unis, plus précisément dans l'État du Mississippi. Et ses parents sont d'origine ghanéenne. Donc, naturellement, elle parle très bien anglais, mais elle connaît aussi très bien sa culture du Ghana, en fait. Donc, sa famille, son père était professeur de chimie médicinale et sa mère, à la fois artiste, mais spécialisée en informatique. Donc, elle a grandi dans un milieu, on va dire, scientifique, en fait, où on l'a éduquée aux mathématiques, à la chimie,
et aussi à la biologie, mais elle va choisir naturellement l'informatique comme sa mère, plus précisément la maîtrise des algorithmes en fait. Donc, rappelons que les algorithmes, c'est comme une recette. Tous les jours, on parle d'algorithmes. C'est quoi l'algorithme de Facebook, de TikTok? De toutes les façons, à la dernière partie, à la chronique, on verra ça. C'est quoi réellement les algorithmes et quelles sont leurs limites aussi. Tout à fait. Donc, comme je dis, elle a fait un parcours sans faute. Parce que c'est une fille, dans son parcours scolaire, elle était très intelligente. Vraiment, à l'image de ses parents, très intelligente. Elle a tout réussi. Elle était souvent majeure, en fait. Donc, elle a commencé par un Bachelor of Sciences en informatique à l'université Georgia Tech, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Ensuite, elle a poursuivi le cycle de master. Elle a 2 masters. Le premier, elle a obtenu en éducation et technologie à l'université Oxford, que l'on connaît tous au Royaume-Uni, où elle y est rentrée à travers une bourse, la bourse Rhodes, qui est l'une des plus grandes bourses au monde. Comme je disais, c'est une femme très brillante. Et le deuxième master, c'est un master en art et en sciences des médias au MIT Media Lab, donc plus précisément Massachusetts Institute of Technology, que l'on connaît aussi tous en fait. Ensuite, elle a achevé sa carrière académique avec un doctorat, PhD, qu'elle a obtenu toujours au MIT, qui est l'un des sommets mondiaux en fait. Et c'est à ce niveau, à la fin de ses études, qu'elle a fait un constat en fait. Vous savez que dans les universités, en tout cas en Occident, il y a souvent des secteurs qui sont dédicacés pour la recherche en fait. Une recherche très approfondie, surtout dans les universités américaines, notamment le MIT. Et à l'époque, on développait la reconnaissance faciale à travers le téléphone. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé ça. En tout cas, je suis sûre qu'aujourd'hui, si tu utilises, tu peux te reconnaître en fait. Ton téléphone va se déverrouiller. Mais à l'époque, elle a fait un constat en fait. Elle était l'une des premières à le faire. C'est que la reconnaissance faciale reconnaissait plus facilement les blancs. Donc, à chaque fois qu'un blanc montrait son visage sur le téléphone, il y avait 0,8% de chance d'échouer. Alors que quand c'était les noirs, ils disaient moi c'était les femmes. Je ne sais pas pourquoi les femmes noires. Comme quoi il fallait résoudre un problème qui pourrait s'apparenter à une certaine discrimination. Mm-hmm. Et donc, c'était, on peut le dire, hein, c'était quand même assez, je veux dire, subtil pour pouvoir faire ce genre de différence, pour pouvoir faire ce genre d'identification. Oui. Mais à son niveau quand même, je crois que c'est quand même révolutionnaire. Oui, en effet. Donc, comme je disais, elle a fait le constat que lorsque les femmes noires mettaient leur visage sur le téléphone, surtout les plus foncés là, les dark skin, les femmes ébènes, un peu comme moi comme ça, voilà, il y avait 35% de chances que ça échoue en fait. C'est quand même élevé. C'était quand même très élevé pour une technologie de pointe en fait. C'était énorme. Donc les gens se sont rendus compte que ce n'était pas forcément le racisme aussi. On sait que c'est développé en Occident. Là-bas, la majorité, là où elle était, c'était des blancs. Or, on sait que les algorithmes fonctionnent avec les informations qu'on leur donne en fait. Ce n'est pas un hasard, non. Il faut donner un ensemble d'informations pour qu'on puisse, après ça, elles puissent agir correctement. Donc les informations étaient plus figées sur les blancs en fait. Et donc pour ça, elle a dû créer son association, une ligue de justice au niveau de l'algorithme en fait. Au départ, elle n'était pas forcément soutenue naturellement. C'est souvent comme ça. Mais après, on s'est rendu compte que ces revendications étaient légitimes et aussi légales en fait. Les Noirs font partie des États-Unis, il faut le reconnaître. Donc, elle a emmené en fait les grandes structures, les grandes, les Microsoft, etc. à travers en fait avec elle en fait. Et déjà, on a reconnu son constat. Et après, il y a eu des solutions qui ont été améliorées. Donc aujourd'hui, peu importe combien tu es noir, tu mets ton visage, ton téléphone va te reconnaître naturellement. Et pour finir, Joy Buolamwini, elle a plusieurs récompenses en fait. Elle n'est pas passée inaperçue. Ça a touché énormément de monde. Et elle figure dans le top 10 des Time 100 Next de 2019. C'est un magazine Time qui classe les 100 personnalités en fait au monde. Elle est classée dans Forbes, les 30. Je ne sais pas si tu connais les 30. Forbes, c'est une partie qui récompense les gens de moins de 30 ans. Mark Zuckerberg y était même. Donc c'est pour montrer en fait l'ampleur du magazine. Et surtout l'impact de sa découverte ou de ses travaux. Elle a reçu un prix scientifique technologique. D'abord la bourse Rhodes, que je vais dire qu'elle est l'une des meilleures au monde. Ensuite, elle a eu le prix de l'innovation au MIT. Tu t'imagines en fait. L'innovation au MIT en fait. Pour une jeune africaine, c'est très motivant. Elle a aussi eu le prix des droits humains et de la culture en fait. Et elle en a plusieurs. Si on reste là à citer, sauf si tu veux bien. C'est déjà important de signifier tous ces prix pour une africaine et surtout une jeune africaine. Je pense que c'est toujours encourageant, voilà, de valoriser ce type de personnage dans le monde de la science parce qu'on en a tellement besoin et surtout
savoir qu'il y a vraiment des travaux de ce genre. Moi, personnellement, je ne savais pas on était confronté à cette difficulté d'identification sur des visages noirs concernant une technologie aussi pointueuse. Donc, je pense que, à mon sens, c'est très important de valoriser ce type de personnage. D'accord, je suis d'accord aussi. Ok, donc c'était notre partie concernant la biographie de l'éminence scientifique ghanéenne, que j'oublie souvent le nom parce qu'ils ont un nom quand même assez compliqué. Joy Ouamini, c'est vrai que c'est D'accord, bon. donc c'était ça. On se revoit tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission Écosciences. Bienvenue sur la deuxième partie de l'émission Écosciences, votre plateforme de valorisation et de vulgarisation scientifique. On va aborder la question de l'effet nocebo. Eh bien, généralement, les gens entendent souvent parler de l'effet placebo, qui est un mécanisme naturel qui permet psychologiquement d'atteindre la guérison, même si on n'est pas forcément amené à un traitement adéquat. Alors, l'effet placebo, c'est beaucoup plus le contraire. Imaginez une personne, par exemple, qui va à l'hôpital et puis qui fait des examens. Voilà, et puis on dit à cette personne qu'elle est atteinte du VIH ou bien du cancer. Et puis en réalité, dans le domaine par exemple des analyses biologiques, il existe ce qu'on appelle des faux positifs. Bon, cela peut être possible, hein, et c'est même parfois courant, hein, cette histoire de faux positifs. Bon, imaginez quelqu'un comme ça qui a fait ses examens et tout, et puis on lui dit, voilà, monsieur ou mademoiselle ou madame, vous avez un cancer. Et alors que peut-être les analyses ont été biaisées, ou bien, voilà, il y a eu peut-être des erreurs, ce qui donne un faux positif. Selon toi, quelle peut être la réaction de ce patient quelque temps après? Déjà sur le coup et peut-être quelque temps après. On t'annonce d'abord positif à une maladie. Oui, on t'annonce exclusivement positif, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Mais c'est choquant, et surtout ça dépend des maladies. Voilà. C'est la maladie, tu es positif à sérologie. Voilà, donc tu peux très bien comprendre que ça peut être très choquant. Déjà, c'est choquant. Quand on parle du choc, on parle surtout du choc émotionnel. Donc, il s'agit des émotions dans un premier temps. Et ces émotions ont un impact sur la physiologie d'un être humain. Ce qui fait que, en réalité, le corps va amorcer ce qu'on va appeler l'effet nocebo. Et donc, c'est cet effet qui est un pendant négatif, voilà, qui désigne en réalité l'apparition des effets indésirables ou l'aggravation de certains symptômes suite, par exemple, à... Ça peut être une information comme celle dont on venait de parler, ou l'administration d'une substance psychoactive, ça peut être une drogue ou un médicament, etc. Donc ça peut vraiment entraîner l'organisme à réagir négativement. Et pourquoi on en parle? Parce que justement, cela a été prouvé scientifiquement. Voilà, un autre exemple que certains scientifiques ont eu à faire en Occident, à observer, c'est-à-dire qu'on a eu un homme qui travaillait... avec un camion, les camions qui conservent du froid là. Je crois, on parle des camions frigorifiques, qui se retrouvaient piégés à l'intérieur d'un camion et puis il faisait froid, bien évidemment, mais qui a dû passer toute la nuit dans ce camion, par exemple. Et le lendemain, malheureusement, on a retrouvé cet individu mort, alors que toute la nuit, il n'a fait que 22 degrés. Alors, d'après le constat scientifique, d'après ce qu'on va appeler l'analyse qui a été faite, c'est que en fait cette personne a dû intégrer qu'elle va mourir dû au fait du froid, alors qu'il ne faisait que 22 degrés toute la nuit. Alors il s'est avéré que en réalité cela était dû à l'effet nocebo. Donc on comprend très bien ce que peut apporter cette caractéristique qui est l'effet nocebo. Alors il y a d'abord, cela peut s'expliquer sur plusieurs plans. D'abord sur le plan psychologique, on va dire que contrairement à l'effet placebo qui repose sur l'espoir d'une guérison, par exemple, voilà, et c'est ce qui nous habite d'ailleurs lorsqu'on veut se faire plaisir, lorsqu'on a espoir, d'accord. L'effet nocebo est alimenté par l'attente des effets nuisibles, c'est-à-dire que lorsqu'on vous annonce par exemple que vous avez le cancer, tout de suite vous allez vous mettre dans une posture où vous vous dites ça, je vais maigrir, je vais maigrir, j'aurai l'hypertension, j'aurai en fait, tu mets le cancer dans ta tête, quoi. Voilà, qui vont apparaître et finalement qui finissent par apparaître. Mais comment ils apparaissent en fait? Donc il y a d'abord cet effet psychologique. Voilà, si un patient est convaincu qu'il a un traitement qui va provoquer des nausées, son cerveau se prépare
à cette éventualité, en réalité. Et donc c'est ce qui peut déclencher physiologiquement des symptômes. D'accord? Et puis, il y a des faits neurobiologiques. Ce qu'on appelle, en d'autres termes, l'effet neurobiologique du stress. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, ce sont des hormones qui sont libérées dès que le mécanisme est enclenché. D'accord? Il y a certaines hormones qui sont libérées, qui sont des hormones qui sont libérées en quelque sorte dans des moments d'anxiété. Lorsqu'on est anxieux et surtout lorsqu'on développe un stress immense. D'accord? Et donc, il y a ces différentes hormones qui vont faciliter même la transmission de la douleur, figure-toi. Du coup, même si physiologiquement vous n'êtes pas appelé à avoir des douleurs, mais le cerveau va déclencher tous ces mécanismes qui vont induire la douleur. Et là, pour ne pas aller loin, il existe des facteurs déclencheurs. Par exemple, lorsque vous allez à l'hôpital, on va vous parler, par exemple, ce qu'on va appeler le discours médical. Donc, un médecin ou un agent de santé devrait avoir la manière dont il pourrait vous annoncer par exemple une nouvelle qui pourrait potentiellement vous amener à des effets nocebo, d'accord, pour ne pas accélérer le processus. Je veux dire, si on doit vous annoncer que vous avez le cancer ou vous êtes séropositif, encore qu'aujourd'hui voilà, c'est un peu je vais dire quoi, les choses, les mentalités ont plus ou moins changé à cause de, ou grâce aux différents traitements qui voient le jour et tout, et qui garantissent une meilleure performance dans le traitement, etc. Seulement, il y a quand même une certaine manière, parce que tout le monde n'a pas le même état émotionnel et tout le monde ne reçoit pas l'information de la même façon. Donc, il faut dire que l'effet nocebo peut aussi être relatif à l'état émotionnel qu'on a au départ. D'accord? Et donc, il y a d'abord le discours médical et ensuite il y a ce qu'on va appeler le lien avec les maladies psychosomatiques. Ça veut dire quoi? En fait, il y a ce qu'on appelle les liens, les maladies psychosomatiques. Alors, déjà, ce lien, il est vraiment profond parce que en fait, c'est l'effet nocebo et les troubles psychosomatiques partagent une racine commune. C'est ce qu'on va appeler la somatisation. Alors, c'est-à-dire la conversion d'un processus psychique, d'accord, par des pensées, la peur, le stress, en des symptômes purement physiques, d'accord. Lorsque vous avez peur, ça peut se matérialiser physiquement. Oui, au niveau du ventre. Stressé, ça peut se matérialiser physiquement. Lorsque vous êtes anxieux ou lorsque vous avez des pensées vraiment tellement négatives, cela peut avoir des effets sur votre corps, pour être clair. Donc, les maladies psychosomatiques, en réalité, désignent en quelque sorte des troubles physiques, d'accord, dont l'apparition, l'évolution ou l'aggravation sont étroitement liés aux facteurs physiologiques. Donc, on parlait des émotions, du conflit interne, voilà, du stress. Contrairement aux idées reçues, les maladies psychosomatiques peuvent être identifiées par des symptômes qui sont non imaginaires. D'accord? Parce que souvent on pense que voilà, on imagine des choses, etc. Si quelqu'un a le palu, par exemple, voilà, on va dire, bon, il imagine le palu. Non. Pour les maladies psychosomatiques, en réalité, lorsque quelqu'un a fait face aux maladies psychosomatiques, il y a réellement des symptômes qui apparaissent. Donc cela ne se résume beaucoup plus au niveau psychique, mais plutôt au niveau physiologique et physique. D'accord? Oui. Et donc, comment cela fonctionne? Eh bien, bon, il y a beaucoup de raisons, hein, mais ce qu'on peut retenir, c'est que lorsqu'une émotion ou un stress n'est pas évacué par la parole, ou par le sport, ou bien par un acte physique, eh bien, cette émotion peut être conservée. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parle de somatisation. Donc, le cerveau envoie des signaux de survie, en quelque sorte, puisqu'on vous a annoncé une nouvelle, du coup, le cerveau va, se préparer à envoyer des signaux de survie, en quelque sorte, donc provoquant une libération massive de certaines hormones comme le cortisol, qui est l'hormone principale du stress, ou l'adrénaline, par exemple, d'accord, et cela finit par épuiser certains organes, d'accord, et là, on va voir par exemple certains symptômes comme la tachycardie, qui est le fait de faire battre le cœur à un rythme très avancé, d'accord, on va avoir par exemple des maladies comme l'eczéma. D'accord, donc on va avoir l'apparition. C'est courant, voilà, même la chute de cheveux. La chute de cheveux, la
peau qui change de texture, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réellement observer, d'accord? Donc, l'effet nocebo, c'est vraiment quelque chose de concret. Souvent, on n'en parle pas assez, voilà. Et cela, on peut aussi faire un lien avec la sérophobie. Voilà, la sérophobie, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, testé VIH, voilà, même si, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'un faux positif, mais je vous assure que au bout d'un moment, avec la sérophobie, c'est-à-dire si les gens sont au courant que vous avez le VIH et vous-même vous en êtes convaincu, je vous assure qu'il y a de fortes chances que vous ayez des symptômes du VIH. Il y a de fortes chances que vous ayez vraiment les symptômes du VIH. Fort heureusement qu'il est toujours important de rappeler, de revenir sur des analyses pour confirmer davantage ces analyses et qui peuvent s'avérer parfois être fausses. D'accord? En effet. Dieu merci, parce que à la fin, vous pouvez alors rebondir sur ce qu'on va appeler l'effet placebo. Se redonner une chance psychologique de telle sorte que voilà, les changements biologiques qui se répertorient sur les changements physiques puissent revenir aux normalités, c'est-à-dire à la régulation normale, à des concentrations normales sur les différentes molécules ou les différentes hormones qui régulent, qui maintiennent ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire vraiment les concentrations biologiques qui nous permettent de nous maintenir en forme à la normale. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est très important parce que certaines personnes disent que ce sont les pensées qui orientent et tout. Je pense que là, on a un peu une piste de réponse. C'est quand même vrai. C'est vrai que quand tu nourris quelque chose dans ta tête, quand tu vis un choc émotionnel, peut-être un gourmet, ou tu perds quelqu'un, je ne sais pas, tu perds l'emploi, plus tu nourris ces pensées négatives là, ça te stresse. Je vois, il y a des femmes qui perdent des cheveux, qui lisent ça souvent sur Internet. Le stress, ça fait perdre des cheveux, ça donne même le mal au niveau de l'estomac. Donc je pense que c'est une thématique qu'il est important de développer parce que certaines femmes, bon, les humains, mais je parle plus en tant que femme, souvent le corps change en fait, elles ne savent pas en fait. Elles ne savent pas que ce sont leurs pensées, elles ne savent pas que c'est d'abord ce qui est psychologique en fait, qui oriente l'apparence physique. Donc je pense que c'est très important. Oui, c'est vrai que bon, c'est un facteur qui est vraiment lié au social, hein, parce qu'on peut, on peut le voir dans le cas par exemple des séparations de couple. Voilà, on peut le voir par exemple dans le cas par exemple des conflits entre parents, entre enfants-parents, on peut le voir en conflit entre parents ou entre amis, par exemple. On peut le voir même dans le cadre professionnel. Si vos compétences sont mises en doute, d'accord, et que vous n'avez pas, par exemple, je vais dire quoi, un mental assez fort, vous pouvez vous retrouver avec des effets de manque de confiance en soi, de se dire, bon, finalement, c'est peut-être moi le problème, etc. Donc, ça peut créer des caractères anxieux. Voilà, et qui vont entraîner le cortisol, la sécrétion du cortisol et de l'adrénaline, donc vous stressez en permanence, et donc au fur et à mesure, vous pouvez, ça peut s'accentuer et ça peut s'observer par une perte de poids progressive. Vous allez au travail tous les jours, mais vous ne savez pas pourquoi vous perdez du poids, mais justement parce que vous êtes anxieux. C'est vraiment l'une des conséquences de l'effet nocebo. Alors, c'est un terme normalement qui existe en pharmacologie. Donc, la pharmacologie en réalité, qui est une partie de la chimie ou de la biochimie qui traite de l'effet des drogues sur notre organisme. Donc, voilà, c'est pourquoi on en parlait, parce que c'est un terme purement scientifique. Voilà, et donc, c'était cela. Peut-être quelque chose à ajouter avant de clore définitivement sur cette thématique. Non, ça va, je pense qu'en fait... on peut tous se reconnaître d'une manière directe ou indirecte à ce phénomène. Donc c'est très important, comme je disais. D'accord. Donc c'était votre deuxième partie de l'émission Écosciences. À nous revoir pour notre rubrique Clin d'œil science sur une thématique bien particulière. Bienvenue sur la dernière partie de l'émission Écosciences, votre plateforme de valorisation et de vulgarisation scientifique. Vous êtes sur Radio Gabon, sur l'émission Écosciences. On est là pour parler de la rubrique Clin d'œil science. Toutefois, à rappeler que tout dernièrement, il y a eu la célébration de la Journée nationale des mathématiques. C'est pourquoi cette thématique est abordée et on la laisse développer par notre chroniqueuse. Alors aujourd'hui, on va parler des algorithmes. Je le disais d'entrée de jeu que je pense que tout le monde a entendu parler des algorithmes.
On dit ça tout le temps, les algorithmes de TikTok, de sans Facebook. Sans trop savoir ce que c'est, non? Voilà, sans trop savoir ce que c'est. D'abord, les algorithmes, en fait, c'est un ensemble de tâches, en fait. Un ensemble de tâches qui ont pour objectif d'arriver à un certain résultat. Ou bien, simplement, disons, une recette, en fait. Lorsque vous voulez faire un gâteau, c'est pas n'importe comment. Vous allez à la cuisine, il y a un bol, un grand bol, vous avez les ustensiles, les œufs et tout, donc il y a un certain ordre à respecter. Et après on met au four, ça ressort naturellement, c'est le gâteau. Donc comprenez déjà de manière terre à terre que les algorithmes d'abord c'est une sorte de recette. Maintenant on va aller dans les précisions, l'historique et aussi le caractère mathématique. Parce que les algorithmes ont un support en fait. Donc disons que l'algorithme n'est pas une invention informatique. Parce que quand on parle des algos, on dit algo au quartier, les gens voient tout de suite les ordinateurs et tout. Non, en fait, les algorithmes sont, on va dire, connus depuis l'Antiquité. De moins 3500 ans à 476, la chute de l'Empire romain. Donc, c'est connu depuis l'Antiquité. Et c'est un mot qui a été travaillé par le mathématicien d'origine perse, Al-Khwarizmi, en fait. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Non, je découvre tous les jours. En tout cas, on sait que le monde perse et arabe, il y avait énormément de scientifiques arabes et perses. Donc, lui, il a travaillé sur ça, parce que déjà, depuis l'Antiquité, c'était utilisé pour l'agriculture et le commerce. Donc, comme je disais, c'est une recette. Donc, d'une part, il y a 3 briques, en fait. Les algos ont 3 briques. On a d'abord les données et une entrée. Donc, on va dire que ce sont les ingrédients, si vous voulez faire un gâteau. Ensuite, on a les instructions précises et qui sont faites de manière ordonnée. Parce que c'est ça les algorithmes, c'est ordonné. B ne vient pas avant A et tout, non. C'est d'abord ordonné. C'est ce que je disais tout de suite là avec le gâteau. Quand tu fais le gâteau, tu ne commences pas par la levure, ensuite mettre, non. Il y a d'abord un certain ordre qu'il faut respecter. Ensuite, il y a évidemment le résultat. Donc, le plat, ce que tu vas manger. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une machine fonctionne avec les algorithmes. L'ordinateur, c'est ça en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le logiciel en fait. Le logiciel, c'est la programmation en fait. Et c'est ces logiciels-là qui confèrent aux ordinateurs leur caractère fonctionnel, ainsi que le téléphone. Et sous ces logiciels, il y a les algorithmes, qui sont un ensemble de tâches ordonnées, non ambiguës. C'est pas ambigu, c'est vraiment logique en fait. On respecte les étapes, sinon il y aura une incohérence totale. Les actions se font les unes après les autres. Donc, par exemple, lorsque vous avez un téléphone, quand votre batterie atteint 15 ou 20%, vous allez recevoir un message en fait. Ça dira quelque chose, par exemple, votre batterie est inférieure à 10%, alors chargez le téléphone. En tout cas, il y a un message qui apparaît. C'est parce que le téléphone a déjà programmé cette mission en fait. C'est une donnée qui a déjà été enregistrée et le téléphone ne va pas faire autre chose. Si ton téléphone, par exemple, à 10%, ça ne va pas s'éteindre parce que le téléphone a été programmé de telle sorte à ce qu'on t'envoie juste un message et c'est à toi maintenant de prendre des dispositions. Donc, mettre le téléphone en charge pour remonter la batterie en fait. Voilà. Il y a aussi l'algorithme au niveau des messages. Par exemple, sur Messenger, ça arrive que si on t'écrit, on t'envoie des messages. Quand tu ne rentres pas, même 5 heures après, on peut t'envoyer un message. Message non lu de temps en fait. Donc ça, si c'est une programmation, ou bien simplement au niveau du téléphone avec le clavier. Remarquez bien que souvent quand on écrit, il y a une suite logique au niveau du clavier. C'est-à-dire que si par exemple si tu as l'habitude d'écrire, je sais pas, je suis monteur par exemple. À chaque fois que tu vas écrire je suis, le clavier va afficher monteur. Pourquoi? Parce que ça a d'abord été programmé de telle sorte à suivre en fait tes mouvements en fait, ce que tu écris souvent. Donc ça sont les exemples des applications des algorithmes aussi. Les algorithmes permettent aussi de filtrer les données. Sur TikTok, par exemple, les données sont colossales. On peut parler de voyage, on peut parler de nationalisme, on peut parler de mariage, on peut parler de l'Inde. Enfin, on parle de tout sur les algorithmes, en fait. Sur le monde. Mais ce sont les algorithmes qui vont venir filtrer ça, en fait. Filtrer ça de telle sorte à ce que tu puisses avoir accès juste aux informations dont tu as besoin. Et comment la machine fait pour savoir que tu as besoin, par exemple, de parler de tourisme? C'est par rapport, encore une fois, à tes recherches. Quand tu as l'habitude de faire un certain type de recherche, ton téléphone, ta machine inscrit ça en fait. Or, il est déjà conçu de telle sorte à ce que lorsque il y a des informations qui se répètent, ça t'oriente vers ça. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, il y a des personnes qui se disent non mais pourquoi ce genre de vidéo s'affiche dans mon fil d'actualité? C'est souvent lié à ce qu'on regarde en fait. Parce que si quelque chose s'affiche, si tu n'as pas l'habitude de regarder ça, tu vas zapper. Mais quand tu zappes, le téléphone enregistre en fait. L'algorithme enregistre, donc ça ne va plus t'envoyer ça. Mais si tu tapes à chaque fois un mot sur la barre de recherche, tu t'éternises sur ça, le téléphone comprend que tu aimes ça, donc il va toujours te renvoyer à ça. C'est un peu ça ce qu'il faut d'abord savoir sur le fonctionnement des algorithmes, où est-ce qu'on peut les trouver. Jusqu'ici, tu t'y retrouves, non? Bien sûr.
On a aussi ça dans le GPS. On sait qu'au niveau du GPS, il y a des applications qui permettent de permettre aux gens, je ne sais pas si à ça au Gabon, bon, vous qui conduisez des voitures, qui permet par exemple à la personne de savoir quel est le chemin à prendre, ce dont il y a des embouteillages. Ça, je pense que c'est peut-être plus en Occident. En tout cas, c'est vous qui savez. Ce genre de GPS utilise aussi les algorithmes, en fait. Voilà. Quant à WhatsApp, je pense que c'est même pas la peine de préciser. WhatsApp, c'est complètement les algorithmes, en fait. Donc, en ce qui concerne aussi les algorithmes, il y a ce qu'on appelle l'enjeu éthique. Tout à l'heure, dans le portrait, je parlais du fait que les algorithmes peuvent avoir des limites dans le sens où ça ne reconnaît pas certains visages, tels que les noirs, ou bien ça peut mettre de mauvaises informations. En fait, l'algorithme n'est pas neutre. Comme je disais, ce n'est pas né avec une machine comme un hasard, non, c'est l'humain qui programme ça en fait. Ce qui fait que les informations qui sortent dans une application, c'est ce qui a déjà d'abord été mis par des humains en fait. Donc si on ne fait pas attention, on peut trouver du racisme dans les algorithmes, on peut trouver du sexisme, de la xénophobie, enfin, beaucoup de choses en fait. Donc c'est un peu ça ce qu'il faut savoir sur les algorithmes, l'origine historique, son emploi dans la vie de tous les jours, et puis ses limites en fait. Maintenant, comme je disais, les algorithmes ne sont pas un hasard en fait. C'est les mathématiques en réalité. Comment ça marche? C'est la logique binaire. Je pense que tu as entendu en fait. Tout commence par 0 jusqu'à 1 en fait. Donc la manière dont c'est placé dans un ordinateur, ça je pense que nos initiés ne vont pas forcément comprendre. Tout est collé de 0 à 1. 0 à 1, les échelles, là, je pense qu'il doit y avoir des images pour que les gens... Le langage binaire. En effet, exactement, le langage binaire, en fait. Tout est noté de 0 à 1 et tout. Il y a aussi l'utilisation de l'algèbre de boules, en fait. Tu as entendu parler? Oui. L'algèbre de boules, en fait. Chaque décision de l'algorithme, vrai ou faux, c'est codé entre 0 et 1. Là, ça va être très compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués, mais de toute façon, il y aura des images. Et puis, il faut d'abord comprendre ça. Il y a aussi les calculs, les statistiques. Comme je disais tout à l'heure, les applications, le plus souvent, t'envoient des suggestions par rapport à ce que tu as l'habitude de rechercher dans la barre de recherche, ou bien les publications sur lesquelles tu peux t'éterniser. Donc, l'algorithme va calculer ça, le nombre de fois en fait, et ils vont prendre les 80% de ce qui vient souvent. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de calculs dans la machine. Si tu as accès à 80%, tu regardes la politique du Gabon ou bien de la France, bah, tu vas toujours recevoir ça en fait. D'accord. Donc c'était très intéressant parce que vraiment quand on regarde, c'est vraiment les mathématiques qui s'appliquent au quotidien. C'est-à-dire qu'on joue avec des éléments mathématiques sans vraiment s'en rendre compte qu'il s'agit des mathématiques. Alors c'était vraiment intéressant. Je crois qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on pourrait développer dans des prochaines émissions. C'était très bien. Je pense que c'est toujours à cela à quoi sert l'émission de vulgarisation éco-sciences. Voilà, et nous terminons cette émission en remerciant les différents acteurs qui participent à la technique, le tout-puissant Paul qui de temps en temps nous fait des merveilles, de sa magie sur le rendu voilà, de l'émission et tout. Et donc c'est ça, vous êtes sur Radio Gabon, l'émission Éco-Sciences. Éco-Sciences, c'est la voix de la science au Gabon et à l'international. Restez câblés sur les antennes de Radio Gabon.